Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour le dernier épisode de l'UTT fait sa science. Aujourd'hui, nous nous plongeons dans le domaine de la sécurité globale, à la fois sujet d'actualité avec la Covid-19 et également grande expertise de l'UTT. Donc la sécurité globale, qu'est-ce que c'est? C'est une grande expertise de l'UTT qui représente les différentes interactions entre monde numérique et monde physique, risques et menaces, acteurs individuels et grands systèmes. Pour commencer, pour plus d'informations, nous irons à la rencontre de Guillaume Douaniat, enseignant-chercheur de l'UTT dans l'équipe environnement de réseau autonome, ainsi que de Kwame Boris Njoré, ingénieur d'études. Allons-y! Guillaume, pouvez-vous nous expliquer où sommes-nous? Alors, nous sommes ici dans les locaux du plateau technique Cybersec, dans lequel on héberge toute notre architecture de serveurs qui nous permet de reproduire les expérimentations de cybersécurité que l'on fait. Donc, que ce soit au niveau des réseaux, que ce soit au niveau des vidéos, des images ou des réseaux sociaux, c'est ici que vous trouvez toute l'infrastructure qui héberge ces travaux. Donc, vous êtes enseignant-chercheur dans l'équipe environnement réseau autonome à l'UTT. Oui. Pouvez-vous nous parler un peu plus en profondeur de cette équipe? Alors, l'équipe environnement de réseau autonome, c'est une équipe qui vise à concevoir des solutions pour rendre tous les réseaux existants et les réseaux de demain plus autonomes. Ce qu'on entend par plus autonome, ça veut dire être capable d'automatiser le plus possible la prise de décision pour éviter les interventions humaines. L'idée, c'est quoi? L'idée, c'est d'avoir des temps de réaction qui soient les plus courts possibles et puis aussi d'être capable de faire face à la complexité des réseaux d'aujourd'hui et de demain qui est sans cesse grandissante. Alors, les travaux de l'équipe s'appliquent à tout un ensemble de réseaux qu'on connaît, comme par exemple les réseaux de véhicules, comme par exemple les smart grids qui permettent d'assister la production d'énergie électrique, et puis les réseaux orientés contenu. Donc, pouvez-vous nous parler de vos recherches? Oui, alors l'objectif de mes recherches dans cette équipe, ça consiste à comprendre et intégrer le comportement de ce qu'on appelle les entités terminales. Les entités terminales, c'est les machines qu'on a tous, ou nos smartphones, nos PC portables, fixes, etc. Et puis de l'autre côté de l'Internet, on a des data centers qui contiennent des serveurs qui font du cloud. Et bien comprendre de toutes ces entités qui sont en bordure de l'Internet pour voir comment elles peuvent impacter le fonctionnement des réseaux. Et justement, dans ce cadre-là, on s'intéresse à la sécurité parce qu'on voit bien qu'à partir du moment où un attaquant a pris la main sur la machine d'un utilisateur ou sur un serveur dans le cadre d'un cloud, et ben, il va pouvoir avoir tout un ensemble de comportements, de modes opératoires qui vont faire dévier ces points de présence de leur fonctionnement normal et qui vont pouvoir impacter le service qui est offert. Donc l'idée, c'est d'arriver à comprendre ça pour pouvoir détecter les comportements déviants et s'en prémunir. D'accord, très bien. Et donc vous avez travaillé sur un projet, donc le projet Doctor. Donc qu'est-ce que c'est? Le projet Doctor, c'est un programme de recherche qui a été financé par l'Agence nationale pour la recherche de 2014 à 2018 et qui a été piloté par Orange Labs. Dans ce projet, on a aussi trouvé des partenaires comme Thales, une petite entreprise parisienne qui s'appelle Montimage, qui fait des sondes de surveillance pour la sécurité dans les réseaux. On a trouvé l'INRIA et puis enfin l'UTT. Nous, il faut savoir qu'à l'UTT, on a eu un rôle particulier puisqu'on a été le coordinateur technique de ce projet. En fait, dans ce projet, on s'est intéressé aux nouvelles architectures qui forment l'Internet. Aujourd'hui, l'Internet, il repose sur un concept essentiel qui est l'identification des machines, avec ce qu'on appelle les fameuses adresses IP. Toute machine, le PC qui est là, cette machine-là, a une adresse IP. Et quand on fait des communications, on fait des communications de machine à machine. Et quand on regarde ce que font les utilisateurs actuellement, les utilisateurs utilisent l'Internet comme une espèce de médiathèque géante à l'échelle mondiale. On regarde des vidéos, on poste des photos, on poste des messages, on récupère des contenus, etc. Donc la notion de machine, en fait, n'a plus de sens. Et on a un vrai gap, une vraie différence forte entre le modèle de l'Internet tel qu'il a été fait au départ et puis la façon dont tu l'utilises. Et du coup, l'idée de ce projet, c'est d'arriver à réconcilier ces choses-là en offrant des solutions de déploiement et de sécurité pour ce qu'on appelle cette architecture orientée contenu, cette Internet du futur. Et puis, dans le cadre de la sécurité, on s'est intéressé à une chose, c'est comment un attaquant peut être capable justement d'altérer des contenus et puis rendre ça disponible dans le cadre du réseau. Donc nous, on a fourni des solutions qui permettent de détecter ces altérations de contenu et d'être capable de s'en prémunir pour que les utilisateurs aient toujours des contenus numériques qui soient sains. Dans la démonstration que vous allez voir là, on va se placer dans le scénario suivant. On va reproduire virtuellement tout un morceau de l'Internet, un petit morceau bien sûr, avec des routeurs et puis des équipements réseau qui ont été virtualisés.
Donc vous allez voir avec Boris qu'il va pouvoir, avec quelques commandes, déployer ce nouveau réseau virtuel. Et puis dans un deuxième temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va placer un attaquant qui va avoir un complice. Ça veut dire que cet attaquant, il va se placer des deux côtés de l'Internet, du côté d'un client et du côté donc des serveurs de l'Internet. Et puis lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va se mettre en compétition avec des clients, des utilisateurs légitimes, normaux, qui tentent juste d'aller sur des sites web. Et puis cet attaquant, il va se mettre en compétition avec eux. Pourquoi faire? Pour tenter de prendre de l'avance sur eux et de leur donner du contenu qui va être du contenu non désiré ou malveillant. Et on va faire ce qu'on appelle de l'empoisonnement de cache, c'est-à-dire qu'il va empoisonner toutes les ressources qui sont situées dans les équipements réseau qui séparent notre utilisateur légitime des serveurs auxquels il souhaite accéder. Bonjour Boris. Bonjour. Merci à vous d'être présent avec nous aujourd'hui. Merci à vous aussi. Pouvez-vous vous présenter? Oui, bien sûr. Alors, je suis Boris Ndoré, de base ingénieur en sécurité informatique et technologie du web. À l'UTT, je suis recruté comme ingénieur d'études. Donc, mon activité à l'UTT, c'est d'administrer cette plateforme qui est appelée CyberSec, qui est en fait une plateforme dédiée aux projets de recherche sur des activités de contenu numérique. Donc, plus précisément, mon rôle, c'est d'administrer les serveurs qui constituent la plateforme, de développer des tests sur tous les projets de recherche qui portent sur la plateforme et en tout cas tous les développements qui tournent autour de la plateforme de recherche. D'accord, très bien, merci. Je vous remercie. Guillaume nous a parlé tout à l'heure du projet Docteur. Oui. Je propose que nous passions tout de suite ensemble à une démonstration de ce projet. D'accord, bien sûr, avec plaisir. Donc là, je vais vous faire une démonstration à propos de l'attaque par empoisonnement des caches que vous a expliqué Guillaume. Donc là, je lance le déploiement de nos serveurs. Là, nous avons fini de démarrer nos serveurs. Nous sommes en train de les configurer. Nous avons fini de déployer, de configurer notre plateforme. Donc là, nous prenons l'URL du site jeuxvideo.fr. Nous lançons. Voilà. Donc là, nous avons le site de jeuxvideo.fr, le site normal. Alors, nous allons lancer notre attaquant qui va fournir du mauvais contenu. Donc là, on lance notre attaquant. Le même URL, on le lance. Et là, nous avons notre site Docteur qui apparaît en lieu et place du site de jeux vidéo alors que l'URL reste le même. Donc, à travers cette démonstration, on arrive à voir que dans les réseaux de ce type, un attaquant peut arriver à corrompre les données qui doivent être fournies à un client légitime. Un grand merci à Boris pour son partage d'expérience et je vous propose de retrouver tout de suite ensemble quelques questionnements scientifiques du quotidien et les réponses de nos étudiants. C'est parti! Bonjour, moi je m'appelle Tristan, j'ai 9 ans et demi et je me demande quel est l'animal le plus dangereux du monde. Moi je pense que soit c'est le scorpion, soit c'est le cobra. Merci. Et non, c'est les moustiques. Ils tuent une personne toutes les 12 secondes environ. Ils véhiculent plus d'une centaine de maladies, potentiellement dangereuses, voire mortelles. Fièvre jaune, malaria, etc. Bonjour, je m'appelle Maya, j'ai 12 ans et je voulais savoir comment les moustiques choisissent leurs victimes. Alors Maya, déjà il faut savoir que seuls les moustiques femelles piquent pour assurer le bon développement de ses œufs avant la ponte, qui a lieu tous les 3-4 jours. Pour avoir la meilleure fécondité possible, elle repère les individus dont le sang est riche en cholestérol et en vitamine B. Elle les détecte avec ses antennes et elle voit le CO2 qui est émis par la respiration ou l'acide lactique
qui est contenu dans la sueur. Tu l'as compris, si tu transpires beaucoup, tu es la cible idéale pour les moustiques femelles. Parce que les moustiques mâles, eux, ne piquent que les plantes. La sécurité globale est un vaste sujet, car après avoir découvert les risques liés à la cyberattaque avec Boris et Guillaume, nous allons découvrir aujourd'hui tout ce qui est lié à la gestion de crise avec Michael. C'est parti. Bonjour Michael. Bonjour. Donc vous êtes ingénieur d'études au sein de l'Institut de sécurité globale et anticipation de l'UTT. Vous êtes également en parallèle doctorant en spécialité système socio-technique à l'UTT. Vous travaillez sur tout ce qui est gestion de crise, donc pouvez-vous nous en dire plus ? Alors oui, finalement la gestion de crise, c'est quoi ? Donc c'est lorsque des entreprises ou des collectivités territoriales sont soumis à des risques où on a des enjeux de vie humaine ou des enjeux économiques par exemple. Et donc là, les décideurs sont obligés de prendre des décisions rapidement et de mettre en action, de mettre en place des actions pour aider à la gestion de la crise. Donc merci. Vous travaillez également sur une thèse. Donc pouvez-vous nous parler de votre projet de recherche ? Oui, alors du coup mon projet de recherche c'est en lien avec un objet d'étude qui s'appelle la cellule de crise. Donc la cellule de crise c'est un regroupement d'acteurs qui va justement gérer la crise. Et donc on travaille dans un contexte décisionnel complexe et incertain. Et donc l'idée c'est de mettre en exergue les conditions d'émergence de cette cellule de crise. Donc comment faire pour qu'elle fonctionne le mieux possible et qu'elle devienne de plus en plus efficace. Alors pourquoi elle doit être efficace ? C'est en fait pour aider le décideur, donc le décideur qui va être soumis à un flux informationnel important. Et on sait que finalement ses capacités cognitives sont pas assez importantes pour gérer à lui seul l'ensemble de ces informations. Et donc c'est pour ça qu'on met en place ce qu'on appelle la cellule de crise, pour l'aider à prendre ce genre de décision. Donc Michael, on se retrouve dans un endroit assez spécial et unique. Où sommes-nous ? Alors là, nous sommes dans la régie de la plateforme Présage. Donc en fait, la plateforme Présage, l'objectif de cette plateforme, c'est de recréer des événements de sécurité et de simuler le réel. Donc l'objectif pour les joueurs qui sont à l'intérieur de cette plateforme, c'est de pouvoir se concentrer sur des situations de crise qu'ils n'ont pas l'habitude de gérer. Et nous, notre objectif, c'est de récolter de la donnée pour la recherche. La simulation, comment ça se déroule ? En fait, des joueurs sont réunis dans une salle, donc au niveau de la plateforme Présage. En parallèle, on a une salle d'animation et une salle d'observation. Donc la salle d'animation va envoyer des injects au niveau des joueurs, soit par mail, soit par téléphone, pour qu'ils puissent recevoir les informations et traiter ces informations. Et ensuite, la salle d'observation, elle, permet d'observer l'activité managériale au sein de cette plateforme et au sein de la cellule de crise. On peut également réaliser par le biais de la régie des zooms sur des éléments particuliers au niveau de la salle. Enfin, l'objectif de cette plateforme, c'est de pouvoir s'entraîner à la gestion de crise et c'est quelque chose de plus en plus important de nos jours, puisqu'on est soumis de plus en plus à des situations de crise. Et donc l'expérience et l'entraînement est un facteur de réussite pour la gestion d'une crise. Donc nous sommes au cœur de l'actualité avec cette visite et vos explications. Donc merci à vous pour votre temps et vos explications. Merci beaucoup à vous également. Et merci à vous, public, de nous avoir suivis pour ce dernier épisode de l'UTT fait sa science. Merci également à toutes les personnes qui ont contribué à l'animation des vidéos. Et je vous dis à l'année prochaine pour une nouvelle édition.